Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président de la région Hauts-de-France. Nombreuses questions à vous poser. Mais avant de parler de politique, je voudrais vous interroger sur cette émission anglaise qui, à un moment, prend le paysage des bords de mer de Hauts-de-France en toile de fond. Cette émission, elle s'appelle « Retourne d'où tu viens ». Go Back Where You Came From. C'est une émission de télé-réalité présentée sur la chaîne, tout à fait une chaîne connue en Angleterre, Channel 4. Et cette émission de télé-réalité, elle prétend faire vivre à 6 candidats le périple des migrants vers l'Europe, et elle suscite une vive polémique. Et dans l'un des épisodes, on voit l'un des candidats, qui a 35 ans, au pied des falaises de Douvres, de l'autre côté de la Manche, qui appelle la Navy britannique, je cite, à bombarder les migrants dans la Manche. L'un des défis que devront relever les candidats de cette télé-réalité, c'est de s'embarquer dans la simulation d'une traversée de la Manche sur une petite embarcation. On en est là. L'émission de vautours. Mais je pensais qu'avec pas mal d'émissions, on avait touché le fond en matière d'ignominie. Non, les Anglais sont capables de faire toujours plus en la matière. J'avais dénoncé cette émission. Parce que de quoi on parle ? On parle de migrants qui ne veulent pas rester en France, veulent passer en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, avec l'hypocrisie de très nombreux responsables britanniques, ils savent qu'ils trouveront du boulot. Il n'y a pas de papier d'identité demandé. Là-bas, même s'ils sont payés avec un lance-pierre, ils pensent que leur avenir sera meilleur. Et il y a des passeurs qui exploitent ça. Et si on a autant de migrants, c'est parce que les Anglais continuent à les faire venir. C'est ça la réalité. Et après, on va exploiter cette misère humaine pour en faire une émission de télé-réalité. Je vous l'ai dit, j'avais dénoncé cette émission et j'aimerais bien que les responsables britanniques se fassent entendre également. Il y a des centaines de morts. Il y a des enfants qui sont morts, noyés. Et on en fait une émission. Non mais attendez, dans quel monde on est, quoi ? Il y a quelqu'un qui va se réveiller aussi un jour et qui va dire, j'espère d'ailleurs que cette émission s'arrêtera, j'espère qu'il n'y a personne qui va le regarder, parce que les Anglais ont une sacrée responsabilité dans le drame qui se joue dans le Calaisis, dans le Dunkerquois, sur les côtes des Hauts-de-France et surtout dans la mer. Vous auriez parlé, vous, Xavier Bertrand, de submersion migratoire ? Moi, je l'ai déjà dit. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous devons mettre un vrai coup d'arrêt à l'immigration illégale et on doit réduire de façon drastique l'immigration légale. Est-ce que notamment à Mayotte ça peut continuer comme ça ? Bien sûr que non. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à faire comme si de rien n'était, qu'il n'y avait pas de problème ? Bien sûr que non. Maintenant je vais être très clair pour répondre très précisément à votre question. Moi je combats les responsables du Rassemblement national, je ne me place jamais sur leur terrain, jamais. Je n'utilise pas leurs mots et je sais une chose, c'est que les Français attendent de nous non pas qu'on utilise des mots forts, mais ils attendent de nous qu'on règle leurs problèmes. Voilà pour être très clair. Est-ce qu'à vos yeux, il faut, comme l'y invite désormais François Bayrou, que le pays débatte de la question du droit du sol, du droit du sang et de ce qu'est être français ? C'est quoi pour vous d'ailleurs être français ? Être français, c'est l'adhésion aux valeurs de la République, c'est le respect de la loi. Le respect de la loi, et pour celles et ceux qui viennent d'autres pays, c'est la pratique de la langue française. Voilà. Maintenant, qui viennent d'autres pays. Mais maintenant, je vous pose la question aussi de ceux qui sont nés en France. Justement. Puisque c'est au sourd de cette question-là, de l'automaticité ou non de la nationalité française. Non. Le vrai sujet, quand on va nous faire un débat sur c'est quoi être français, alors on va faire quoi ? Il y a les bons Français, il y a les mauvais Français. Et ensuite, ça va être quoi ? Ça va être l'origine des parents, depuis combien de temps ? Et puis on va faire rentrer quoi aussi ? La morale peut-être un jour là-dedans. Le débat qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le gouvernement est capable d'apporter des solutions aux problèmes des Français, oui ou non ? Et sur la question du droit du sol, moi, ma position est constante. J'estime que quand on est en France de parents étrangers, entre 16 et 21 ans, comme ça a été le cas en France et pas voilà quelques siècles, c'était Charles Pasqua qui l'avait mis en place, je veux que les jeunes puissent dire « oui, j'ai bien l'intention, j'ai bien envie d'être français avec les droits et devoirs afférents. » Mais il faut arrêter aujourd'hui... Ça veut dire quoi ? Pardon, je m'arrête un instant là-dessus. Aujourd'hui, on peut demander en effet de manière anticipée la nationalité française si on est né de parents étrangers, mais sur le sol français. Mais à 18 ans, on le devient automatiquement. Est-ce que vous dites il n'y a plus d'automaticité ? Il faut cette démarche ? Le droit de la volonté, exactement. Donc il faut la démarche. Exactement. Je veux entendre, je veux comprendre que celles et ceux qui sont nés en France, vous savez qu'il y a une question de résidence
pendant 5 ans. 5 ans. Exactement. Je veux entendre que l'on veut être français avec ce que cela veut dire, les droits et les devoirs. Vous mettez fin à l'automaticité du droit du sol. Et je ne mets pas fin au droit du sol en soi. Vous voulez que ce droit du sol soit confirmé par une volonté exprimée. Exactement. Et ce que je vous dis là, c'est aussi d'une certaine façon que la France puisse ne pas confondre les choses. Parce que dans le débat là, qui est en train de se produire, on confond tout. On confond l'immigration avec la question du droit de la nationalité. Sur l'immigration, je vous l'ai dit, pour être très clair, et je veux aller plus loin, c'est une position que je défends depuis des années, la France doit choisir qui elle accueille sur son territoire. Et clairement, sur les besoins de l'immigration économique, il faut moins, beaucoup moins. Les questions de regroupement familial, il nous faut aussi moins de personnes, nous le savons. Et nous savons aussi pertinemment que c'est pas à la France de s'adapter aux besoins de l'immigration, c'est l'immigration de bien s'adapter aux besoins de la France. C'est la position que je défends. Vous savez, Apolline de Malherbe, moi je suis pas un énervé. Moi je vais pas ça dépend du moment quand même. Oui, mais enfin, en tout cas, vous aimez bien dire que vous n'êtes pas un énervé. Oui, voilà. Non, mais c'est pas ça. Dites-le. On a le droit de faire preuve de bon sens et d'avoir une colonne vertébrale. Voilà en politique ce qu'on a le droit de faire ou parfois le devoir d'incarner. Et donc, sur ces questions-là, moi, la position que j'ai sur l'immigration, c'est un peu la position qu'a l'Australie ou le Canada. C'est des pays autoritaires. Pas du tout. Ils choisissent qui vient sur leur territoire. Il est temps pour nous de faire la même chose. C'est un peu plus facile quand on est en Australie. Oui, c'est un peu plus facile quand on est en Australie, mais le Canada, la question se pose également. Si on choisit ceux qui viennent et ceux qui repartent, je voudrais vous soumettre 2 cas très concrets. L'un, c'est ce qui se passe à Luire, une commune au pied des Vosges, et l'autre, c'est ce qui se passe à Béziers avec Robert Ménard qui est convoqué devant la justice. Luire d'abord, commune de 8000 habitants, au pied des Vosges, je le disais, et c'est là que se trouve exactement sur RMC tout à l'heure, je recevais le maire de Luire, Éric Houlet, qui dit aujourd'hui, il demande des solutions et il demande à être entendu. Il y a sur sa commune aujourd'hui un homme qui s'appelle Karim Mohamed Agag, qui a 34 ans, qui est le frère de l'un des assaillants du Bataclan, qui a lui-même été condamné. Il est fiché S, il s'est rendu en Syrie entre 2013 et 2014. Il est aujourd'hui déchu de sa nationalité française. Il a purgé sa peine et il est donc dans cet entre-deux. Il n'a plus la nationalité française, il doit être expulsé, mais ni le Maroc ni l'Algérie n'accordent le laissez-passer. Entre-temps, il est logé dans un hôtel de cette petite ville de Luire depuis 8 mois. D'ailleurs, aux frais du contribuable, c'est 3 000 € par mois environ que coûte sa présence sur place. Il est sous surveillance, il doit pointer 3 fois par jour. On fait quoi ? On ne le garde pas en France. Mais on le met où ? On ne le garde pas en France. Il y a à la fois un nouveau dialogue qui s'est noué notamment avec le Maroc. Je pense que l'Algérie, on n'a rien à en attendre. Enfin, même si on devrait aujourd'hui être beaucoup plus dur vis-à-vis de l'Algérie qu'on ne l'est. Quand vous voyez notamment Boualem Sansal, qui aujourd'hui doit être à son 88e jour de détention, qu'est-ce qu'on attend pour engager des actions beaucoup plus fortes pour que les choses changent pour Boualem Sansal ? Et d'autre part, ce monsieur, il doit partir. Donc on discute avec le Maroc pour essayer de trouver cette solution. Ou alors, on discute avec d'autres pays, comme le font également d'autres pays, pour savoir s'ils acceptent quelqu'un qui est déchu de la nationalité française, mais qu'il ne reste pas en France. Mais honnêtement, qui accepterait d'accueillir quelqu'un ? Il y a des pays qui sont prêts à passer les conventions. Bruno Retailleau a commencé à travailler sur cette question, mais très clairement, il ne peut pas rester en France. Ce que vous décrivez là, c'est pas incompréhensible, c'est inacceptable. Il a été condamné, mais ce qui est vrai également, c'est que quand il y a condamnation, que la peine en plus a été purgée, c'est dehors. Robert Ménard est convoqué par la justice parce que, comme maire de Béziers, en 2023, il voit se présenter en mairie un couple, une femme de nationalité française, un ressortissant algérien, qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et qui est par ailleurs connu des services de police pour vol et violence. Il refuse de les marier. Plus loin, Robert Ménard a raison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le droit doit changer. Et c'est pas le maire qui refuse de célébrer le mariage qui doit se retrouver devant les tribunaux. Voilà. C'est qui ? Ça veut dire quoi ? Pour vous, c'est le ressortissant qui doit se retrouver dans les tribunaux ? S'il a une OQTF, il doit partir. Donc s'il a une OQTF ? Et Robert Ménard a raison de ne pas le marier. D'accord, donc pour vous c'est clair, net, et la justice, et le fait que la justice, éventuellement, il risque jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et l'inéligibilité. On ne peut pas dire que je sois un proche de Robert Ménard, mais il est dans la situation aussi de nombreux maires. Mais là aussi, pardonnez-moi, c'est quoi ? C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des maires qui se retrouvent dans une situation comme celle-ci, alors même que le droit aujourd'hui est devenu... Vous ne les auriez pas mariés vous-même ? Ah non plus.
Je ne suis plus maire, mais si la même situation s'était présentée, je n'aurais pas procédé au mariage et je n'aurais pas fait procéder au mariage par quelqu'un d'autre que moi dans ma mairie. Xavier Bertrand, je voudrais qu'on parle emploi. Le sommet sur l'intelligence artificielle vient de se terminer, plutôt sur un succès, et notamment en termes d'investissement en France. Est-ce qu'il y aura des retombées dans votre région ? Bien sûr. Le premier data center dont on parle aujourd'hui, c'est à l'initiative d'un fonds canadien, Brookfield, sera dans les Hauts-de-France. C'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard parce que c'est une volonté politique que j'ai de faire de la région une vallée de l'IA et une vallée des data centers. Les data centers, aujourd'hui, il faut savoir, ce ne sont pas des usines d'où sortent des voitures, d'où sortent des trains, pas du tout. Mais c'est un outil absolument indispensable pour les entreprises pour prendre le virage de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces data centers, vous avez en moyenne entre 300 et 700 emplois, des vrais emplois. Ce qui veut dire que la région des Hauts-de-France est la première à accueillir ce data center, mais on ne va pas être à accueillir seulement un data center. Sur les 30 sites français, 8 sont dans les Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce que j'ai cette volonté politique que la région prenne un temps d'avance grâce à l'intelligence artificielle. J'ai des terrains disponibles. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai voulu constituer des réserves foncières pour des projets économiques. On a parlé aussi de la batterie, qui s'est beaucoup développée dans les Hauts-de-France. Qui est là, mais je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je voulais pas seulement être la vallée européenne de la batterie électrique, je voulais aussi avoir d'autres projets en tête. En termes d'emploi, vous avez en tête ce que ça représente ? À terme, ce sera plusieurs milliers d'emplois dans la région des Hauts-de-France parce qu'on ne va pas s'arrêter à ce seul data center. Et la troisième chose qu'il vous faut pour pouvoir avoir des data centers, c'est l'énergie. Nous avons la centrale de Gravelines. Ça fait des années que je me battais pour avoir également les EPR. Ils seront en Normandie, mais pas seulement en Normandie, aussi chez nous. Et donc, nous pourrons continuer à donner et du terrain et de l'énergie facilement accessible. Ce data center dont nous parlons à l'heure actuelle, il commencera ses travaux en tout début d'année prochaine pour une ouverture en 27-28. C'est-à-dire, vous le voyez, un temps d'avance. Mais Apolline de Malherbe, la région des Hauts-de-France, on sera passé des mines à l'intelligence artificielle, ce qui montre que la transformation est possible. Il faut que les élus s'engagent, il faut que les élus s'engagent pas tout seuls. L'État est là. Mais la transformation... Attendez, je veux juste finir là-dessus. C'est-à-dire que ça a été des souffrances terribles quand les mines se sont fermées. Ça a été le fait de dire, il n'y a plus d'avenir pour nous. Mais on est capable, quand on serre les dents, quand on se retrousse les manches, quand on serre les coudes avec tout le monde, on est capable d'offrir de l'espoir à nouveau. En même temps, on entend aussi ArcelorMittal, quasiment le même jour, qui, face à la hausse notamment des droits de douane sur l'acier qui a été annoncée par Donald Trump, laisse entendre qu'il pourrait laisser tomber l'industrie en France, délocaliser en Inde. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper ? C'est-à-dire que d'un côté, certes, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés, mais si dans le même temps, il y en a beaucoup d'autres qui sont détruits, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Non, moi je n'échange pas l'industrie contre l'intelligence artificielle. Absolument pas. Je veux les deux. Et d'ailleurs, on n'est pas en train de laisser tomber l'industrie. Pas du tout. Mais là, il y a une responsabilité européenne. Moi, je vais demander à rencontrer M. Séjourné, le commissaire, parce que là, très clairement, ce que nous disent les gens d'ArcelorMittal, je les connais, ils sont à Dunkerque, c'est qu'ils ont besoin de visibilité pour justement produire de l'acier vert. Voilà, parce que dans les années qui viennent, les constructeurs automobiles vont avoir besoin d'acier vert pour pouvoir justifier que leurs voitures sont pas seulement avec des batteries électriques, mais présentent toutes les caractéristiques environnementales. Ok, la France, dans son budget, même si c'est un budget qui est pas évident, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a réussi, Marc Ferracci, à préserver justement les avantages donnés. Mais il faut l'Europe en plus. Et là, l'Europe, elle a besoin absolument de se réveiller et de se bouger. Et que l'Europe doit être capable aussi de donner la même visibilité à ArcelorMittal, parce que Arcelor, ils sont pas seulement chez moi, ils sont à Fos-sur-Mer et ils sont aussi en Belgique. Donc encore une fois, on va pas dire à monsieur Trump, ouais, on va faire la guerre avec vous. Par contre, il y a un truc qu'on sait faire chez nous, c'est la résistance. Et il faut être capable de résister. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des élus locaux, régionaux se bougent, c'est bien. Que l'État se bouge, c'est bien. Mais il y a l'Europe qui peut pas être aux abonnés absentes. Et l'Europe doit aussi bouger vite. Parce que on pense ce qu'on veut, Monsieur Trump. Mais il a été élu en novembre, il prend ses fonctions début janvier, ok ? 5-6 semaines. Mais l'Europe, Commission européenne, commençait à être désignée à l'été, et là, on est quand même en début d'année, et ils font quoi là ? Il faut aller vite quand même. Aujourd'hui, on est dans une course de vitesse. Autant la France ne peut pas se permettre... L'Europe n'est pas rentrée dans le match, quoi. Il faut y aller plus vite et plus fort. Hein. Et encore une fois, nous, on peut faire au niveau national, mais il nous faut l'Europe avec nous. Mais encore une fois... L'intelligence artificielle sera au service de l'industrie. C'est pas de dire on arrête l'industrie. Vous l'avez dit vous-même. Chez moi, il y a les batteries électriques qui permettent de donner un avenir à l'industrie automobile, mais il y a aussi l'intelligence artificielle.
Xavier Bertrand, vous avez failli être Premier ministre. Et puis finalement, semble-t-il, le RN a eu votre peau. Vous avez failli être ministre de la Justice. Là encore, semble-t-il, alors que François Bayrou y était visiblement ouvert, le RN a eu votre peau. Vous auriez fait quoi de différent ? Mais attendez, pourquoi ils ont eu ma peau, comme vous dites ? Pourquoi ? C'est une vengeance ? Pas du tout. C'est parce que Madame Le Pen n'a certainement pas envie que je fasse à la tête du gouvernement ou à la tête d'un ministère, ce que je fais dans la région des Hauts-de-France. Dans la région des Hauts-de-France, je suis pas un magicien. Hein. Les gens sont pas amoureux de moi, mais ils reconnaissent que pour un politique, je me bouge et que je me bats pour eux et que je fais reculer les problèmes. Mais là, vous auriez fait quoi ? Vous auriez fait quoi ? Attendez, on va aller jusqu'au bout, raisonnement. Elle veut surtout pas que j'ai la possibilité, au niveau national, de faire ce que je fais. Entre deux élections régionales, le Rassemblement national a reculé de 17%. Il y a aucune région, qu'une ville où le Rassemblement national... Elle est élue de chez vous, tout de même. ...n'a reculé autant. Elle est élue chez moi, oui, bien sûr. Attendez. Pas à la tête de la région, elle a un bon monde, évidemment. Dans un canton, vous savez. Et entre deux élections régionales, elle s'est pas repointée la deuxième fois. Ah non, elle a préféré aller dans un canton facile, dans le Pas-de-Calais. Et n'oubliez pas non plus qu'au niveau des élections législatives, deux de mes proches ont battu des députés Rassemblement national sortants. Ce qui montre très clairement que les gens dans ma région reconnaissent que je me bats et que je cherche, moi, des solutions aux problèmes quand les dirigeants du RN ont qu'un seul intérêt. Alors je vous repose la question. Ont qu'un seul intérêt, c'est que les choses aillent mal. Leur intérêt est que ça aille mal ? Évidemment. Comment vous voulez que les extrêmes prospèrent dans une France qui va bien ? Eux, ils ont besoin que ça aille mal pour dire « Ah, écoutez, ça va mal, choisissez-nous ». Alors Moi, je fais partie de ceux qui cherchent des solutions. Xavier Bertrand, sur la question de la justice, vous voyez par exemple ce matin cette proposition de loi qui émane de Gabriel Attal, qui est soutenue par le gouvernement. Elle va dans le bon sens, sur la justice des mineurs. Elle va dans le bon sens. Vous, ministre de la Justice, vous l'auriez soutenue. Elle va. J'avais même aussi des idées sur une feuille de route que j'avais présentée à François Bayrou, où il y avait cette part importante, mais c'était aussi l'ensemble de la chaîne pénale. La proposition de loi présentée par Gabriel Attal va dans le bon sens, mais elle est surtout sur la question des 16-18 ans, avec la question de l'excuse de minorité. Et puis il revient, et il a raison, sur ce qui s'est passé avec Madame Belloubet, c'est-à-dire que maintenant il y a une forme de comparution immédiate pour des mineurs, mais qui reconnaît la culpabilité, et l'application de la peine, c'est pour plus tard. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé, rien ne dit que le drame aurait pu être évité, mais dans l'Essonne, où justement des jeunes qui, pour l'instant, sont présumés coupables, parce que le jugement n'est pas intervenu... Ou présumés innocents. Définitivement, oui, non, parce que là, la culpabilité a été déjà établie. Il y a eu un premier jugement, mais la peine n'a pas été signalée. Aujourd'hui, dans ce qui se passe depuis Madame Belloubet, vous avez un premier jugement qui reconnaît la culpabilité, et vous aurez ensuite quelques mois plus tard... Vous parlez du meurtre de Louise ? Non, pas de Louise. Non, oui, c'est ça, pardon, pour qu'on précise bien, comme il se trouve que c'est aussi dans l'Essonne. Je voulais juste que les choses ne soient pas dans la confusion. Que la comparution permet d'établir et la culpabilité s'il y a lieu, et la peine. Ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, et là je pense que vous faites référence en réalité au jeune Elias. Voilà. Et là, c'est à Paris. Mais le jeune Elias, effectivement, c'est deux... Non, mais j'ai bien compris. C'est pas de problème. En tout cas, je voudrais juste qu'on précise les choses. Le jeune Elias, lorsqu'il se retrouve effectivement face à ces deux agresseurs meurtriers, ils sont déjà passés devant un juge. Qui reconnaît la culpabilité. Mais la deuxième partie désormais de cette justice, de cette manière de rendre la justice pour les mineurs, c'est-à-dire le moment où l'on donne la peine, n'était pas encore arrivé. Moi, j'ajoute un troisième moment dans cette justice des mineurs, qui est le moment de l'application réelle des peines. Exactement. Or, et c'est ce que vous disent les magistrats, il y a en réalité un vrai problème d'application ensuite de la peine, et de nombreuses peines qui ne sont jamais appliquées. L'un des sujets numéro 1 aujourd'hui de la justice, c'est l'exécution des peines. L'exécution des peines qui doit intervenir très vite et qui doit aussi permettre d'avoir la certitude de la sanction. Vous savez, beaucoup de magistrats, beaucoup de policiers disent aujourd'hui, on est capable d'interpeller, on est capable d'élucider, on est capable de condamner. Mais quand derrière, il y a un délai entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, il y a cette impunité qui est là. Et c'est pas possible. Mais ça va, effectivement, du recouvrement des amendes jusqu'à l'application de la prison à chaque fois que c'est effectivement encouru. Aujourd'hui, c'est la certitude qui cassera l'impunité. Et si vous cassez l'impunité, vous aurez davantage de sécurité. Et vous voyez notamment sur la justice des mineurs, là aujourd'hui, Gabriel Attal a raison de faire cette proposition. Et derrière, il faut qu'elle soit votée, que ça devienne la loi de la République. Mais ça ne suffira pas parce que vous devez penser à l'ensemble de la chaîne pénale des mineurs, parce qu'il y a aussi quel type d'incarcération, ou quel type aussi de mode de réinsertion, notamment pour ces jeunes. Et ça, ces débats-là, j'aimerais qu'ils puissent avoir lieu le plus vite possible, mais ça sera aussi des débats importants
au moment de l'élection présidentielle. Au moment de l'élection Mais on va pas présidentielle. attendre l'élection présidentielle pour faire avancer et vous l'avez d'ailleurs dit, et faire reculer vous les vous problèmes. y préparez. Vous avez dit hier à propos de Bruno Retailleau qu'il serait un très bon candidat pour la présidence du parti. Il ferait même un très bon président du parti. Est-ce que c'est parce que vous préférez qu'il soit président du parti que président de la République? Écoutez, je le dis, il n'y a aucune contradiction. Ça vous arrangerait, disons. Entre être ministre de l'Intérieur et être président d'un parti comme LR. Il y a un précédent avec Nicolas Sarkozy. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'action et surtout, ce que je vois, il y a de nombreux électeurs de droite, mais il y a aussi beaucoup d'adhérents, de militants de LR qui souhaitent qu'il soit effectivement. Vous le soutiendrez donc, il est candidat. Je vous donne un exemple. Non. Hier. Non. Pourquoi pas? Alors, vraiment très un tout rapidement. petit exemple. On avait hier une réunion dans le Pas-de-Calais, où les dernières réunions, il y avait quasiment personne. Là, aujourd'hui, il y a plus de monde, parce qu'ils se disent que la droite a besoin d'une incarnation. Vous avez raison. Le choix du président pour LR, ça ne sera pas le choix pour 2027, mais je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que le président d'LR pourra être candidat pour 2027 ? Bah, écoutez, c'est évident, qu'est-ce qui l'empêcherait? Mais il n'y a pas de caractère automatique ou systématique. Et pour cette élection, je souhaite qu'il soit candidat. Il l'est, il vient de l'annoncer. Merci en tout cas Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.